Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un épisode de review de The Trick Play. En effet, la première semaine de college football s'est déroulée avec pas mal de matchs, avec des matchs très très intéressants. Et pour parler de cette première semaine, j'ai avec moi Maxence. Salut Maxence, comment tu vas? Salut. Et Salut. Kevin, comment vas-tu? Salut Joe, salut Max. Bon, On va bien, première il semaine n'y a que des tranquille pour nous. vainqueurs. Il n'y a que des Que des vainqueurs vainqueurs, dans cette review. exactement. Bon, on n'avait pas de France gros Agus. matchs. Pas de gros matchs, mais ouais, que des vainqueurs. Si, nous on avait un très gros match en réception de Jacksonville State. Ouais. Bon, par contre, en parlant de gros matchs, on va attaquer directement avec le match de la semaine, numéro 1 contre numéro 3, Ohio State contre Texas, un match qui a été plutôt extrêmement défensif, avec des défenses qui se sont particulièrement illustrées et des jeunes QB en difficulté. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? Tu veux commencer, Kevin ? Ouais, ça va être rapide, j'ai trouvé. Après, je le voyais plus actif que ça, mais c'est vrai que j'étais peut-être plus sur le Texas et Ohio State de l'année dernière, sans vraiment prendre en compte ce qu'impliquait des changements de QB de ce niveau-là, de passer de senior à freshman ou à jeune sophomore, on va dire. Donc Ryan avait bien vu ça, qui disait que ce serait plus. Je crois que c'est 7-0 à la mi-temps. 7-0 Ouais, ou 7-0 10, pour je crois. Ohio State, ouais. 7-0. Il avait vraiment eu le nez fin là-dessus. Effectivement, c'était très très défensif. Après, les niveaux des QB a pas aidé. Je pense qu'ils n'ont pas été au niveau de ce que ça proposait défensivement. Ils n'ont pas permis de balancer les niveaux offensifs avec le niveau défensif. Donc, et à ce jeu-là, c'est Ohio State qui s'en est mieux sorti. Malgré, je crois que c'est un regain dans le TD dans le 4e quart-temps, si je dis pas de bêtises, de Texas. À 4 minutes de la fin, ouais, Texas, ils ont marqué à la 56e minute de jeu. Ouais. Ouais, ça fait un petit moment avant de mettre ses premiers points. Ouais. Et du coup, Arch Manning a beaucoup été, donc du coup, c'est Manning qui a mis le TD à la passe. Mais il fait un match qui est, je pense que si vous avez suivi ne serait-ce qu'un minimum les réseaux et que vous n'avez pas vécu dans une cave ce week-end, vous avez vu la shitstorm qu'il a pris sur les réseaux. On a participé d'ailleurs, à cette. C'est vrai on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on participe aussi. Mais non, mais c'est mérité parce que du coup, mérité. Il y a différentes manières de voir les choses. C'est que d'un côté, tu peux dire, ouais, il a été hype, pourquoi? Il faut te dire que son premier vrai start à l'extérieur, c'est contre Ohio State, le champion en titre. C'est pas non plus, nous, Oregon, on a commencé contre Montana State, Dante Moore et Manning, ça a pas été le même début de saison, tu vois. Donc, non, je pense qu'il faudra pas juger sur ce match. Il faudra pas enterrer Manning et tout ce qui va avec, mais je pense que ça va permettre aux gens de comprendre qu'il faut doser de temps en temps. Même si je pense qu'il y a des problèmes, notamment des problèmes de mécanique, parce qu'il y a pas mal de lancers, c'est pas forcément des mauvaises décisions, mais c'était mécaniquement des lancers qui sont absolument immondes. Tu toute la mécanique qui se détruit sans vraiment de pression, c'était assez étrange. Donc on va voir comment il est capable de rebondir. J'ai pas vu ce qu'avait Texas là sur le prochain match. On en parlera peut-être pendant le 1-2-6 samedi. Mais il va falloir que les coachs bossent dur parce qu'il va falloir leur mettre dans des bonnes conditions. Donc peut-être venir sur plus de quick games, sur peut-être plus de play action ou au moins de bootleg peut-être où il peut avoir des passes rapides. Donc à voir. Mais en tout cas, je pense que les deux équipes en tout cas peuvent se féliciter, peuvent voir l'avenir pas trop mal avec leur défense, mine de rien. Ouais, des deux côtés, les défenses ont été excellentes. Ouais. La défense de Texas, notamment contre la course, ils ont limité Ohio State à peine plus de 2 yards par course. Ça a été excellent. Et Jeremiah Smith, il a eu extrêmement de mal à se retrouver ouvert, notamment avec c'est un freshman Littleton qui l'a pas mal couvert et qui a fait un bon qui a taf fait un sur bon lui, taf dessus. avec notamment une passe défendue. Ouais, avec une belle passe défendue. Il y a eu un sac décisif Ohio State, ils ont un peu plus encaissé les yards que Texas. Ils en ont pris plus à la course, un tout petit peu plus à la passe. Par contre, ils ont eu une défense en 4e down et en 3e down
absolument terrifiante, hein, parce que Texas, ils sont à 1 sur 5 en 4e down. Mais ça se joue là-dessus. Hein. Et ils sont à 5 sur 14 en 3e down. Donc, en fait, il y a énormément de fois où ils ont soit punté, soit. Enfin, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de punts, hein, pour un match de ce niveau-là. Mais ouais, ça a été des gros matchs défensifs. Il n'y a pas eu. C'est un match de pass début de rush saison aussi. Hein. C'est un match Ouais. de début de saison et tu as senti que les attaques n'étaient pas encore on point. En plus, avec 2 QB qui démarrent. Ouais. Pour Manning, c'est pas son début de carrière, mais bon, ça y est, il est vraiment un starter. Et Saying, c'était vraiment son tout premier match, donc ça a été. Tu sentais qu'il y avait encore des automatismes à trouver. Et puis c'est pas de chance pour les 2 QB parce qu'ils tombent vraiment sur 2 grosses défenses. Après, je rejoins Kevin. Tu as eu des moments où Manning avait vraiment le mec ouvert et il lance une mauvaise passe ou autre. Il a sûrement dû avoir la pression parce que a démarré à Columbus aussi. Ça montre qu'il est humain. Hein. C'est pas un robot. Ça se voit quand même qu'il s'est bouffé la pression tout au long du match. Et les échecs qu'il y a eu n'ont pas aidé, mais il a quand même trouvé, tu vois, sur la fin, la passe du TD à la fin montre quand même qu'il a ce voilà, il n'est pas là pour rien. Là, il y a 3 matchs qui arrivent pour eux, c'est 3 matchs à domicile, c'est San Jose State, UTEP et Sam Houston. Bon, 3 matchs pour se régler, 3 matchs pour se mettre en confiance et lancer la machine. Ouais. Mais ouais, c'était pas un match, c'était un match défensif, quoi. Si tu kiffes la défense, ton œil pour ton oseille, c'était pas le match de l'année, mais en même temps, en opener comme ça, on sait que ça peut aussi donner des matchs comme ça. Hein. Surtout, oui, Texas, il y a quand même il y a eu pas mal de rotations dans les receveurs, il y a eu pas mal de rotations dans la ligne. Ils n'ont pas fait venir grand monde du portail. Au niveau des running backs, ça va, ils étaient stack, mais quand tu mets leurs meilleurs receveurs, c'est que des sophomores, ils étaient trop freshman l'an passé, avec un QB qui est le nouveau starter, avec une ligne, ils ont dû perdre tous leurs starters et peut-être à certaines positions 2 fois sur les 2 dernières années cumulées. Au bout d'un moment, même si tu t'appelles Texas et que tu recrutes ultra bien, ça commence à se ressentir. Et puis Ohio State, ils ont perdu, je sais pas combien de joueurs à la draft, ils ont perdu vraiment beaucoup de monde, et c'est pareil, quoi. Une bonne quinzaine de gars qui sont partis à la draft, je crois, cette année du côté de Ohio State. Peut-être pas 15, mais ouais, une bonne dizaine, plus après les mecs qui ont grade et tout, plus les UDFA, beaucoup. Moi, j'ai pu regarder qu'à partir du milieu. Quand j'ai commencé à suivre sur le stop sur la ligne où là le play calling a été affreux aussi. Hein. Putain, 2 QB draw, 1 handoff et tu finis sur une tentative de touche push. T'as pas un moment où tu tentes un petit jeu avec une passe ou quoi pour varier. En face, sur Ohio State, ils ont stack la box et ils les attendaient. Ça manquait aussi un peu de play calling un peu plus agressif quoi sur cette red zone. Je trouvais que c'était un peu dommage de s'en tenir qu'à de la course, mais bon. Après, peut-être qu'aussi ils se sont dit qu'avec Manning à la passe sur une red zone, ça passerait peut-être un peu moins quand ça se resserre, mais bon, voilà. Bon, changement de numéro 1, du coup, forcément, au prochain top 25. Probablement Ohio State, du coup, comme ils les ont battus. Ouais, parce que c'est Penn State en numéro 2. Tu peux pas mettre Penn State en 1. Ouais, ce sera Ohio State. Alors qu'ils ont joué personne. Ouais. Puis Texas, je pense pas que ça va être une grosse baisse dans le classement. Je pense qu'ils vont descendre en 5-6, tu vois, parce qu'ils perdent contre le numéro 3. Donc, à l'extérieur, en plus. Tranquille. Mais ouais, c'était pas. Ryan a bien senti le coup. Hein. C'était pas le match. C'était pas un match explosif. Mais déjà, le match de playoff était pas non plus. C'était quand même un match qui était assez défensif dans ma mémoire. Je crois qu'il y a quoi? Il y a 24-21, un truc comme ça. Mais ouais, non. Écoute, ça ouvre. En tout cas, les 2 équipes peuvent se dire qu'elles ont déjà des très grosses défenses. Et que l'attaque, ça viendra. Et Jeremiah Smith, il a été. Il a été bien couvert par la défense de Texas. Ouais, mais il a quand même commencé le match avec 2 drops. Ouais, aussi, ouais. 2 drops assez dégueulasses d'ailleurs, notamment le premier où il fait une erreur, j'allais dire une erreur de freshman, mais il l'est plus, quoi. il veut catcher un tracé court et il tourne la tête beaucoup trop vite et finalement il laisse tomber la balle. On a vu un peu d'énervement aussi sur, je crois que c'est la 4e tentative qui est droppée par le tight end. La passe de Saïn est pas mal, mais pareil, elle est un peu en retard et un peu trop proche de la sideline. Le tight end
se focus sur ses pieds pour être dans le terrain et il drop la balle. Et on voit après sur le replay que sur le tracé poste, Jeremiah Smith est absolument tout seul tout seul. Il est ouvert pour le TD dans le deep. Donc, et on l'a vu s'énerver en rentrant. Donc, j'étais sur Discord avec Ryan à ce moment-là, je disais putain, c'est un move de diva. Après, on connaît les receveurs aussi. Mais tu vois, l'énervement, je me suis dit, il faudrait pas que le mec il commence parce qu'il a un QB freshman, parce qu'il est plus vieux que lui, parce qu'il est plus expérimenté, qu'il commence pas à trop gueuler, qu'il reste dans le système, qu'il fasse confiance au truc, quoi, tu vois. Donc, et on a vu, je crois que c'est en début de deuxième mi-temps, ça lui a donné le ballon sur la première passe, ça a essayé de le mettre plus dans le rythme et tout. Donc, ça va venir. T'as un QB Oui. freshman, t'as plus Will Howard en QB, c'est normal qu'il y ait des growing pains, comme ils disent. C'est que ça va se faire petit à petit. Y a pas besoin Ouais, de et puis s'excuser. maintenant, t'es la menace numéro 1. Bon, tu l'étais déjà un peu sur la fin de saison, mais t'as Emeka Egbuka qui est parti, qui avait un gros rôle dans le slot aussi. Donc, oui, ça va se trouver. De toute façon, c'est sûr, sa saison va se lancer. Tout à fait. Et ben, on va passer. Gros catch, par contre, de Carnell Tate, là. Oui, le seul big play du match. Hein. Ouais, le big play, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que. Sur le deuxième touchdown, c'est ça? Ouais. Le 40 yards. Le seul big play du match. Hein, donc, oui, voilà. parce qu'après, ça n'a pas été. Il n'y a pas eu des envolées lyriques, comme on dit, mais bon, en même temps, on a vu les défenses étaient vraiment solides et il va falloir aller les chercher, hein, ces défenses, durant toute l'année. Tout à fait. On va passer au match suivant. Un très très gros upset. Hein. Florida State qui bat à domicile Alabama, le Crimson Tide, après une saison catastrophique en 2-10. Florida State bat le numéro 8 de la pré-saison avec, en fait, à mon avis, à part sur le premier drive, Florida State, ils ont dominé Alabama sur les lignes. Et c'est vraiment quelque chose qui est surprenant parce que avec les gabarits que Alabama recrute et avec les rotations que Florida State a eues sur les dernières années en se reposant énormément sur le portail des transferts, et c'est vraiment extrêmement surprenant à quel point Alabama s'est fait dominer sur les lignes. Et je pense que cette domination, elle a été vraiment illustrée par Kaidin Proctor, le left tackle d'Alabama, qui était donc l'ancien commit, décommit, recommit, super commit de Bama et Iowa, qui a fait 25 allers-retours, mais qui est à Bama, donc qui est left tackle, mais qui fait un match absolument calamiteux. Et on s'y attendait pas du tout, parce que c'est une des top recrues, vraiment une des top recrues au poste de tackle, et ça a été vraiment surprenant de voir à quel point il a eu vraiment du mal, et en plus contre différents ends en plus. Donc c'était vraiment, et surtout, je pense que le match de Castellanos, il est pas Appelé Nick Saban. Il fait un vrai match de mec couillu, et je pense que de toute façon, il gagne grâce à lui, hein. Il gagne parce que c'est un gunslinger, parce que il marque sur quoi. Ils ont 2 TD deep, je crois, hein, j'ai l'impression. Et les DB, ils s'attendaient vraiment pas à se prendre autant. Ils ont autant de balles ils ont pas de TD à la réception, mais les deux, c'est que de la course. ils ont mais il y a eu des TD big plays. Ils ont des big plays dessus. Ouais. Il y a eu une réception notamment de 45 yards de Squirrel White, qui derrière amène le premier TD de Florida State. Et il y a eu aussi Jalen Lucas sur 64 yards, qui amène derrière un autre TD, le 24-7. Donc ouais, il y a eu 2 gros big plays de plus de 40 yards. Et après, derrière, ils ont quand même bien fait tourner la montre. Ils ont bien géré leur jeu de course. Mal axé sur les lignes, en fait. Après, 230 yards à la course. Et surtout, ils font un 4e carton qui est incroyable. Ouais, moi, j'ai trouvé que leur gestion du chrono et les conversions et le play call sur les conversions en 3e, 4e dans le 4e carton était assez incroyable. Et encore une fois, on s'attendait pas à ça. Dans le sens où on savait pas vraiment à quoi s'attendre, surtout de Florida State après l'année dernière. Comme on disait dans le 1-2-6, ils pouvaient pas faire pire. Et en gros, tu sais, les équipes comme Florida State, Oklahoma State, qui étaient au fond du trou l'année dernière, tu te dis, ils peuvent pas faire pire. Donc, mais c'est vraiment content de les avoir vus faire ce genre de performance. Et ça pose pas mal de questions sur Alabama aussi. Hein. Grosse perf de la défense avec 3 sacs et 7 plaquages pour perte.
Ça va dans ce que tu disais sur la performance de la ligne offensive de Bama, notamment Kylan Proctor. Puis ouais, non, le plan de jeu était clair du côté de Florida State. C'était vraiment les attaquer à ce niveau-là, vraiment limite les agresser, hein, parce que ils l'ont fait en boucle. Et Castellanos, bah putain, en juin, il te sort une phrase, et il a respecté son truc, hein, chapeau, hein, franchement. Il fait pas un match exceptionnel. Enfin, non, mais il a suivi le plan. Il a vraiment suivi le plan. Gère le ballon, gère le chrono. Si ce match est un indicateur, en tout cas, Florida State va pas être une énorme attaque à la passe cette année. Mais faudra voir s'ils sont capables, s'ils ont été capables de dominer Alabama comme ça sur les lignes, je pense qu'en ACC, on va, enfin doucement parce qu'on est qu'en week 1, hein, mais si Alabama remontre un petit peu que c'est le Alabama qu'on a connu, sans forcément aller gagner les 11 matchs d'affilée, mais se remet à dominer sur les lignes. Si Florida State a dominé cet Alabama-là en ACC, il n'y a pas grand monde qui va leur résister sur les lignes et il risque de malaxer pas mal de monde au jeu au sol parce que Castellanos, il jouait à Boston College. Je pense que pas grand monde ne l'a vu. Moi, je l'avais un peu regardé parce que c'est un mec qui était très très fun à regarder. Oui, quand il passe beaucoup, de fou avec 800 yards à la course et 2023. Quand il passe beaucoup, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Il y a des matchs où il va lancer 3 touchdowns et il va faire 350 yards. Et puis le match d'après, il va faire 120 yards et il va t'avoir lancé 2 interceptions catastrophiques. Donc si Florida State peut se baser énormément sur son jeu au sol, ils vont beaucoup mitiger ça et ça sera beaucoup plus confortable pour eux. Est-ce que l'absence de Jam Miller au niveau des running backs d'Alabama a joué pour vous Ils ont vraiment pas été bons à la course, hein, Alabama, 87 yards. Ouais, mais c'est plus un problème de ligne pour moi. Hein. C'est vraiment un problème de ligne. Problème plus global, ouais. Je pense pas que ce soit que l'absence de Miller. Ça a dû jouer un peu, mais enfin, quand tu te fais malaxer à ce point, c'est pas juste qu'il te manque ton running back 1. Non, je disais d'ailleurs un autre QB qui a commencé sa carrière qui a commencé sa carrière de titulaire, pas forcément dans les bonnes conditions, c'est Ty Simpson, hein, qui a pas. Il fait pas un match horrible. Il a pas été bon, hein, on va pas se mentir, mais franchement, il fait pas un match horrible. Il n'a pas été aidé par sa ligne non plus en termes de passe protection. Il n'a pas été aidé par son jeu au sol. Voilà, l'éclaircie du côté d'Alabama, c'est Jeremy Bernard, hein, le receveur qui vient de Washington, hein, qui fait 150 yards, qui fait un super match. Qui était, moi, quand je regardais, il y a plein de fois aussi où il n'a pas reçu le ballon, mais il était ouvert la moitié du temps qui courait un tracé. Donc à suivre Jeremy Bernard et Ryan Williams, hein, qui a eu du mal lui aussi à s'illustrer. Il a montré de la frustration. Ouais, commotion, il est en day-to-day, là, ça a été annoncé aujourd'hui. Puis qui a montré beaucoup de frustration au fur et à mesure du match aussi, Ryan Williams. D'ailleurs, il sort sur une commo qui est, pour ma part, hein, c'est scandaleux que ce soit pas un targeting, parce que je crois que c'est targeting annoncé sur le field. Et avec le review, il l'annonce. Alors ça fait pas le match, mais ça peut être un turning point, hein, parce que tu perds ton meilleur receveur, derrière t'as pas des 15 yards, t'as le safety titulaire qui reste en jeu. C'est en plus, pour moi c'était textbook targeting, mais bon après on sait que cette règle elle est appliquée de manière très très sporadique par les. Il y a eu quelques cas dans le week-end, hein, pas que dans ce match-là. Oui, oui, mais bon après ça tu peux dire depuis que la règle du targeting a été instaurée, il y a quoi, il y a 4-5 ans peut-être. Je pense qu'on en parle toutes les semaines. Toutes les semaines, tu vas avoir des cas où tu te dis à quel moment ça c'est un targeting, et à l'inverse, tu vas avoir des attentats, des décapitations où tu te dis où les mecs te flaguent même pas. Donc bon, je pense que si jamais on lance sur débat, on n'a pas fini parce que malheureusement les arbitres de CFB restent un débat absolument sans fin. Mais le targeting, c'est encore plus que juste les arbitres. C'est comment la règle est écrite, parce que la règle c'est vraiment n'importe quoi. En soi, alors moi qui ai arbitré avec cette règle, hein, et qui est coché avec cette règle, pour moi la règle elle est pas si mal que ça. C'est juste qu'à partir du moment, où tu l'appliques différemment, on va dire que t'as des précédents
qui te disent, tu te dis attends, mais la dernière fois on l'avait expulsé pour ça, donc là on est obligé de l'expulser si c'est ça, ou inversement. Tu te dis attends, la dernière fois on l'a pas expulsé. En fait, la règle elle est claire. Et d'ailleurs c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que d'ailleurs sur Ryan Williams, si j'ai pas de bêtises, le mec il lui met l'épaule dans le casque. La règle du targeting dit que tout contact avec n'importe quelle partie du corps au-dessus de la ligne des épaules d'un joueur, qui plus est un joueur sans défense, c'est un targeting. Donc si tu lui mets une manchette dans le casque, c'est un targeting. Tu lui mets un coup de genou dans le casque, tu te débrouilles, peu importe, volontaire je parle. Hein. Pas tu cours, il tombe devant toi, il se prend le genou. Non, un coup volontaire au-dessus de la ligne d'épaule, c'est un targeting. Là, tu vois Ryan Williams qui est en train de tomber, tu vois le safety qui baisse l'épaule, qui lui vise le casque. Je comprends pas comment tu peux te dire. Et en plus, enfin, nous on était 4 sur Discord, 4 on était 4 à regarder le match en direct. On a eu la même réaction en regardant le ralenti. On s'est dit, oh la tenta, c'est pas possible. Et ben ils ont annulé le targeting. Et le pire, c'est que targeting est annoncé sur le terrain, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire que le call initial est un targeting et avec la vidéo, ils sont sûrs à 100% que c'en est pas un et ils annulent la faute. Donc tu vois, c'est ça qui me. Pour moi, la règle est claire, mais c'est juste que. Alors, cette phrase va. Ça va, on n'est pas non plus des. Elle fera pas débat, je vais pas me faire suspendre, mais pour moi, les arbitres sont des tocards, que ce soit les arbitres sur le terrain ou les arbitres review. Et comme les arbitres sont des peintres, quelle que soit la ligue dans laquelle ils officient, parce que ce soit les Big 10, les Big 12, les SEC ou quoi que ce soit, c'est la même merde tous les week-ends. NFL, c'est la même merde tous les week-ends. Donc, à partir du moment où tu n'auras pas une politique de j'exclus, dangereux, j'exclus, même, tu vois, c'est bête, mais le mec, il sort sur civière, ou presque sur civière. C'est en soccer qu'ils sont partis sur des trucs comme ça. Si tu blesses le joueur, tu prends un rouge. Si le joueur sort, tu prends un rouge. Bah, tu fais la même. Tu lui pètes la tête. On peut pas parler de sécurité des joueurs et pas expulser sur ce genre de choses. Donc après, encore une fois, on reste 5 minutes là-dessus, mais c'est qu'un fait de jeu. Ça a pas fait le match. Mais bon, Mais ça. malheureusement, c'est un Nouvelle année, fait même qui problème. revient. C'est ça. Et sur je sais plus quel match, il y a eu une sorte de décapitation là où c'est pas ce match-là. Où il y a eu le mec J'ai un targeting en il se prend une tête. corde à linge face masque avec le casque qui vole et en fait t'as aucun flag qui tombe quoi. Donc Mais il avait été sifflé celui-là. J'ai un targeting en tête dans un des matchs, mais je sais plus lequel. Mais je crois qu'il avait été sifflé, le gars avait été expulsé. Mais ouais. Des mauvais calls de targeting, il y en a eu plein. Et dans l'autre sens, le plus mauvais, un contact qui a été sifflé comme un targeting et qui n'a pas été, c'est le sac de l'Edge de Michigan. Ah oui, le scandale. Enfin, voilà, je sais pas si vous l'avez vu, mais celui-là, c'est jamais un targeting. Dans le pire des cas, c'est un roughing the passer, mais même là, franchement. Et encore, tu vois, c'est ça qui m'énerve, c'est que techniquement, c'est exactement le même que le safety d'Arizona State en playoff l'année dernière. C'est exactement la même chose. Il arrive sur le blitz, il est même pas côté aveugle, il est face au QB, il engage les bras, et en fait, il lève la tête, et le problème, c'est que les arbitres, là, tu vois, c'est ça la débilité, c'est que oui, il y a un contact casque contre casque. Mais quand tu as un mec qui engage les bras, qui se force à plaquer, on a tellement de mecs qui partent en torpille, bras rangés, épaules ou casque en premier. Là, le mec, tu vois qu'il veut plaquer, le contact casque contre casque, il est incidentel, c'est grille contre grille. Comment tu mets un targeting là-dessus? Et tu vois, c'est exactement ça. T'as un attentat d'un côté, t'enlèves. Un truc où c'est absolument pas un targeting et t'as un arbitre assez con pour se dire oui, mais le contact, il est casque contre casque, donc on va mettre targeting. Comment tu veux arbitrer? Comment tu veux faire? Je suis même pas sûr que en fonction des différents crews, des différentes ligues, ils ont les mêmes, comment dire, ils aient les mêmes recommandations d'une ligue à l'autre, tu vois? Donc c'est une règle qui est toujours aussi aberrante. Tout le monde s'énerve contre la règle, alors que pour moi, c'est juste l'application qui est conne parce que les arbitres sont cons. Après, au bout d'un moment, tu te dis, bah, tu fais quoi? Tu fais comme la NFL, le targeting n'existe pas. Ouais. Tu laisses les mecs se mettre des pètes au casque et tu fais quoi? Maintenant qu'ils ont la NIL, tu leur mets des amendes de $35 000 tous les mercredis? Je suis pas sûr que ce soit hyper viable non plus, tu vois? Donc à voir. Mais bon, le problème, c'est qu'encore une fois, si jamais on se lance sur l'arbitrage sur le college football, surtout avec, c'est pas la NFL avec 8 matchs, hein, c'est avec 10 matchs ou plus. C'est du college football avec 30 matchs par week-end. Si on se met à pinailler là-dessus, on n'a pas fini, quoi. Bon, en tout cas, Florida State qui réalise un upset sérieux. Ils ont vraiment été très bons du début à la fin du match. Et c'est vrai que pour Bama, c'est la 4e fois que Kalen DeBoer perd alors qu'il était favori de plus de 14 points. C'est surtout la 4e fois qu'il perd contre une équipe non classée.
Et Bon, Saban, c'est que 3 fois qu'il a perdu dans toute sa carrière à Bama, un truc comme ça, je crois. non, un peu plus parce qu'il a perdu des matchs de conférence, mais Saban, il lui a fallu 5 ou 6 saisons pour perdre 4 matchs contre des équipes non classées. Et là, on est à peine à Bon, la après, voilà, les comparaisons avec Saban, Oui, bien sûr. ça Oui. fait justice à personne. Hein. Tu compares n'importe quel coach avec Nick Saban, ce qu'il a fait à Alabama, et tu dis, ouais, il est pas bon, mais voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que Kalen DeBoer, malheureusement, ne va pas pouvoir échapper à ces comparaisons. C'est aussi le jeu, hein, d'arriver derrière. Et bon, est-ce qu'il il est pas en danger? Je pense pas. Et je voyais des gens qui Bah, posaient la question sur le problème, Twitter. pas en danger, Pas encore. Il est pas pas encore en encore, danger. mais là, tu vois, c'est sans aller à comparer Saban, hein. Il est à 5-5 sur ses 10 derniers matchs. Mm. Donc, au bout d'un moment, C'est ça qu'il a défaite contre Michigan et aussi. encore une fois, faut se dire que c'est pas les médias qui choisissent, c'est les boosters, c'est les gars comme ça. Et les mecs, s'ils l'ont choisi, c'est pour avoir une continuité dans la legacy de Bama. Il y a beaucoup de choses qui se posent sur Bama entre les joueurs sur les réseaux sociaux, enfin sur TikTok, entre le manque d'efforts sur le terrain. Parce qu'on a eu des images assez parlantes, hein. Je crois que c'est le numéro 18 en défense qui s'est fait choper sur un des TD. Il y a des trucs un peu particuliers. Mais après, le problème, c'est comme disait un peu Geoff, c'est pareil aussi, c'est que tout le monde dit ouais, mais sous Saban, ça aurait pas existé. Encore une fois, même la façon de coacher, tu peux pas partir du principe que sous Saban, ça n'existait pas. Mais je pense que Ça comment devait il exister s'appelle, sous Saban, c'est juste que tout le monde s'en battait les couilles parce qu'il gagnait. oui, mais non, après, bon, je Non, mais pense il y a que des choses qui passaient pas, mais que des joueurs soient un peu feignants de temps en temps, ça devait arriver. Mais sauf qu'en fait, oui, mais après, c'est la manière dont tu gères ça. quand tu gagnes, tu t'en fous en fait. C'est ça, mais puis si ton joueur, tu vois qu'il est un peu feignant en troisième quart-temps du match contre Mercer et tu lui mets une soufflante, t'inquiète pas que la semaine d'après il court. Le problème, c'est que là, Bama, depuis l'année dernière, c'est un peu, je vais pas dire que c'est récurrent, mais c'est pas la première fois qu'on voit des problèmes d'effort ou des trucs comme ça. Donc, et je pense que c'est symptomatique aussi. C'est si Bama était aussi fort que ça, c'est parce qu'il y avait cette hargne, pardon, il y avait cette rage, il y avait tous les gars qui couraient à l'unisson. Et je pense qu'il faut remettre ça. Et pourtant, comme on le dit à chaque fois, Debord, c'est pas un mauvais coach, c'est un bon meneur d'hommes. Mais je pense qu'il faut qu'il se serre la vis. C'est pas facile pour tous les coachs, hein, d'être méchant ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'à un moment, il faut que tu te fasses violence et que justement, il faut que tes gars, tu les remettes dans le droit chemin parce que là, tu es sur t'es sur 5, comme on l'a dit, 5 défaites sur les 10 derniers matchs. Euh, Tu vas commencer ton calendrier SEC qui est pas facile cette année, donc faut t'y Surtout que remettre tu les choses à commences par plat. un déplacement à Georgia, hein, donc C'est- Si va t'as falloir si se t'as- préparer vite. Hein. si t'as ce niveau-là à Athens, c'est mort pour toi, hein. Tu t'en prends 45, hein. Ouais. Parce que Mm. par contre, de l'autre côté, à Georgia, avec Kirby, ça moufle pas. Hein. Il n'y a pas de mec qui fait pas d'effort. Hein. Et le Ah, truc par le plus contre, drôle, c'est que ils prennent la Kirby était à voiture l'école. sous influence. Oui, bon, à part ça. Mais Kirby était à l'école Saban. Kirby, Oui, c'est un c'est vrai. coach de l'arbre Saban. Donc, outre effectivement l'incapacité de Kirby à prendre les clés de la voiture de ses gars et de les empêcher de conduire, et c'est même pas Kirby, pour moi, c'est le département athlétique qui est absolument Oui, scandaleusement ignare à ce niveau-là permissif. parce que je vais pas dire un, je veux bien, parce que déjà un, c'est trop. Mais quand on a un tous les 2 mois et quand on a 12 par off-saison, c'est pas possible en fait. C'est que il y a un problème de culture dans le truc et je sais pas, c'est bizarre. Je vais pas dire que c'est vive la SEC, mais bon, il y a des choses à régler dans les programmes et ça en fait partie, notamment pour. C'est le seul programme où ça arrive autant, hein, SEC ou Oui, pas oui, SEC. Hein. oui, c'est Bon, ça. C'est que. Ouais. on va pas épiloguer sur les problèmes judiciaires des joueurs de Georgia. Parce que là aussi, on en a Euh, pour 10 jours sinon. On va passer à un autre match avec une équipe de SEC, une autre très grosse affiche de la semaine, hein, probablement la deuxième plus grosse affiche de la semaine. Le Death Valley Eco, les Tigers de LSU qui sont allés s'imposer du côté de Clemson. 17-10, là aussi un match extrêmement fermé défensivement. Et pour moi, là aussi, ça s'est joué sur les lignes. Et c'est l'inverse, enfin pareil, hein, c'est un peu l'inverse de ce que je pensais qu'il allait se passer. C'est que LSU a mal axé Clemson sur les lignes. Et le plus surprenant, c'est la ligne offensive de LSU qui avait des problèmes à l'intérieur, qui avait perdu ses tackles, qui a dû donc quasiment se reconstruire, qui se retrouvait contre
une defensive line avec des superstars hein, du college football, des mecs qui sont annoncés tout en haut de la draft. Et ils n'ont pas vu le jour. Et dans l'autre sens, Clemson n'a pas eu de jeu au sol. Hein. Je vais vous donner les stats et puis après on parlera du match. Hein. Mais 20 courses pour 31 yards. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur le jeu au sol de Clemson sur ce match. Ouais, puis LSU clutch, hein, LSU. 31 yards. 20 courses pour 31 yards. Ouais, ils se sont fait mal axer sur ce point. Et puis LSU qui allait chercher des actions clutch sur les 4e downs de Clemson en fin de match notamment. Et c'était Val qui disait un peu en rigolant, mais ouais, c'est ça en fait, ils ont été dans les moments importants, la défense a répondu présent. Et notamment le gros, la ligne défensive. Et puis t'as Wicks qui a fait un gros match. Perkins aussi. Harold Perkins, hein. Perkins, il était omniprésent dans les moments chauds. Hein. Et Delany aussi, le corner. Ouais, et Delany aussi. Oh, la défense de LSU a été vraiment exceptionnelle. C'est 8 targets sur lui, un seul catch de 8 yards avec 2 PBU et une interception. Il fait vraiment un énorme match. Et puis Perkins, si vous tombez sur sa ligne de stats aussi, il était au four au moulin. C'est lui qui met la pression sur sac, un tackle for loss, 5 plaquages, mais le nombre de pressures. C'est lui qui met la pression sur le dernier fourth down qui scelle le match. Hein. Il est en QB spy et puis il lit très bien le truc et au final il descend, il va attaquer Klubnik et Klubnik il le fait rusher et c'est honnêtement il l'oblige à lancer. Maintenant qu'ils ont arrêté les expérimentations foutant en safety, en nickel ou je sais pas quoi, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment pas mal. Et je pense que la défense d'LSU cette année, c'est vraiment très très sérieux. Et surtout qu'ils ont une bonne attaque, parce que Nussmeier fait un bon match, j'ai trouvé. Donc, 28 sur 38, 230 yards d'un TD. Il a été vraiment propre dans sa distribution. Un TD qui est refusé. Puis il a un beau TD, je crois, en plus. Hein, c'est une belle passe. Oui, il y en a un qui est refusé sur une passe qui est, je pense, la plus belle passe de cette semaine. Ah, c'est celle-là que Ryan avait mis. Elle est sur le pylône. Elle est sur le pylône. Elle est incroyable. Le receveur fait l'effort de contourner le pylône et il refuse le TD. C'est ça. Non, parce qu'après, du coup, apparemment, il survit pas le sol. La balle bouge quand il est au sol, mais après. Oui, j'avais pas compris ça dans le replay. T'avais une action de fou et puis derrière c'est 3e et 20 ou enfin. Non, c'est un autre. Parce que sur le replay, il te montre l'action de fou, puis il te montre pas le fait que les arbitres ont refusé. Parce qu'en fait, en arrivant au sol, il y a la balle qui bouge. En fait, il survit pas le sol, mais tu considères en vrai que il n'a pas à survivre le sol. Il a déjà fait 2-3 pas. Donc bon, bref. Mais non, honnêtement, c'est, je pense, la plus belle passe, surtout la plus belle passe qui n'a pas compté de cette semaine. Elle est absolument incroyable. Et puis au sol, Caden Durham qui fait son match, hein, le sophomore qui fait 74 yards en 17 portées, donc 4 yards et demi par portée, un touchdown. On savait que le jeu au sol de LSU allait pas être exceptionnel, mais là, on l'a dit, hein, contre une des D-line qui avait été annoncée comme une des meilleures du pays, lui, il tient son rang. C'est plus quand ils ont fait jouer les backups et Garrett Nussmeier qui n'est pas un coureur et du coup, peut-être que tout le monde ne le sait pas, hein, mais en college football, les sacs comptent comme des courses avec du yard négatif. Donc souvent, c'est pour ça qu'on peut aussi avoir, on a souvent des quarterbacks avec genre 4 portées et puis des yards négatifs. Bon là, il est en yard positif, mais ça fait baisser la moyenne. Mais le jeu au sol de LSU qui a l'air de reposer que sur Caden Durham. Donc ça, il faudra quand même surveiller son utilisation au cours de la saison parce que c'est pas un énorme gabarit, ça n'a pas l'air d'être un tank, même si il joue physique. C'est un tank parce qu'il est très compact, mais je crois que Ryan disait qu'il fait 5'8", je crois, donc il est vraiment pas très grand. Mais 1m75, il fait ma taille. C'est ça, il joue plus grand, plus gros que ce qu'il est, on va dire. Il joue vraiment avec une belle paire de voilà. Et non, honnêtement, c'est un mec, il est vraiment très très kiffant à voir jouer. Très explosif. C'est un super coureur. Il joue beaucoup d'outside zone LSU et il lit très très bien. Il a une vision du cutback et une explosivité sur le cutback qui sont vraiment intéressantes. Donc non, je trouve que c'est un bon complément dans leur attaque. Donc moi j'ai, tu vois, pour moi c'était le meilleur match avec peut-être Bama FSU. Peut-être parce que j'ai bien aimé voir Bama perdre aussi, mais je trouve que le Clemson LSU au niveau
au niveau du jeu proposé des deux côtés du ballon pour les deux équipes, était vraiment le meilleur match de ce week-end. Ouais. Bon, l'attaque de Clemson dure quand même, hein, parce que Cade Klubnik qui fait. Mais Après, à 50%, je crois, il finit pas à 14 sur 28 ou un truc comme ça, je crois. 19 sur 38. En fait, il fait 50%. En fait, le problème qu'il a eu, c'est que il n'a pas eu de jeu au sol avec lui. Donc, en fait, il savait qu'il allait les passer tout le temps. Et ça l'a probablement handicapé encore plus que ça. Après voilà, au niveau des receveurs, hein, leur triplette de receveurs superstars du côté de Clemson, ils font tous un match correct avec 4 catchs et entre 40 et 60 yards. Dans les circonstances, c'était pas si mal que ça. Au niveau de la défense, ils ont fait beaucoup de plaquages pour perte, 8 plaquages pour perte, et LSU a quand même réussi à avoir un jeu au sol positif. Donc, en fait, il y a eu des plaquages pour perte, mais il y a eu beaucoup de big plays aussi en échange. Une autre belle réussite, mais plutôt du côté de LSU, on n'en a pas parlé, c'est Aaron Anderson qui fait un match splendide, le receveur. Le nouveau receveur star de LSU. Ouais. C'est un profil différent de ce que LSU nous avait. Enfin, on avait eu LSU, c'est quand même pas mal des mecs assez grands, etc. Aaron Anderson, c'est un mec petit, compact. Non, je crois que c'est un 5-9, mais bon. Voilà, moi, je vois 5-8 sur sa fiche. Là. Ouais, mais pas très grand, mais très compact aussi. Donc, ouais. LSU, si en tout cas, il y avait des questions sur est-ce que LSU peut viser les playoffs, etc. Clairement. C'est peut-être. Alors, doucement, c'est que la week 1, hein, mais en tout cas, de ce qui s'est montré sur les premiers matchs, ils sont clairement dans le top 3 des équipes de SEC et Bama ne l'est pas, quoi. Oui. Ouais, je suis d'accord. Clairement. Puis là, dans le résumé, ça va être une belle victoire chez le numéro 4, chez Clemson. Ah, oui. Bon, on verra ce que Clemson va montrer, hein, mais dans la saison. Mais... La dernière fois que LSU avait gagné un match d'ouverture, c'était en 2019. Tout est possible pour les Tigers. C'est vrai que ils étaient sur 5 défaites d'affilée. Ouais. Et notamment un 0 pointé sous chaque fois je vais dire Chip Kelly, Brian Kelly. Brian Kelly, ouais. Mais ouais, non, LSU, belle perf, faudra voir si ça dure, parce qu'on sait que aussi avec Kelly, c'était surtout ça le problème dans ces équipes, c'est pas toujours rose toute la saison, mais belle perf, il y a vraiment de quoi construire quand tu vois la défense. Tu te dis que déjà la défense est en place, l'attaque a fait un match sérieux à Clemson, ce qui va pas être donné à tout le monde durant la saison, parce que même si Clemson a marqué 10 points, je trouve qu'ils ont quand même fait un match intéressant, mais ils ont vraiment disparu en seconde mi-temps, quoi. Et puis, voilà, sur les 4e downs décisifs en deuxième mi-temps, LSU a été vraiment très fort et c'était vraiment un match. Je l'ai pas vu en direct, mais le replay était sympa. Et, tu vois, c'est pas comme quand tu regardes un replay d'un. Tu vois, si j'aurais regardé le replay de Texas ou Ohio State, j'aurais été moins emballé, tu vois. Que là, le LSU Clemson, t'avais matière de satisfaction des deux côtés. Malgré la défaite pour Clemson, je pense qu'il y a quand même des choses à retenir. Et la performance en défense, notamment les tackles for loss, comme tu disais, il y en a eu beaucoup. Il faut juste se jouer à la course, là. C'est juste se jouer à la course, il faut qu'il se. Mais bon, le jeu à la course, il n'a pas besoin d'être exceptionnel, mais il faut juste qu'il soit suffisant pour que ça décharge Klubnik un peu, quoi. Ouais, que ça se transforme pas en air raid leur attaque, quoi. Ouais. Voilà pour ce match. Et donc la 4e grosse affiche de ce week-end qui s'est déroulée donc dans la nuit de dimanche à lundi, que personne n'a vu en direct parmi nous. Le Miami Notre-Dame. Donc là aussi, upset. C'est beaucoup plus que moi. Moi, j'étais déjà au lit depuis longtemps quand le match a commencé. J'ai regardé le premier quart-temps et j'ai regardé jusqu'au le field goal raté de Miami, là où le holder il se chie. Il part sur la gauche là après, ouais. Et après, je me suis dit, allez, c'est bon, il est tard, on est dimanche soir, demain c'est lundi. On va donner le score quand même. Du coup, on a tout raté. Avec Kevin, on a tout raté parce qu'il n'y a pas eu grand-chose dans ce premier quart-temps. Ouais. On va donner le score quand même à Miami qui s'impose 27-24 avec un field goal en field goal en toute fin de match après un beau drive pour remonter le terrain après l'égalisation de Notre-Dame avec Carson Beck qui a monté un très très bon drive. Du côté de Miami, Carson Beck solide. Il fait un bon match sans plus. Le jeu au sol, correct sans plus face à la très très bonne défense de Notre-Dame.
Et, la défense qui s'est illustrée avec 3 sacs sur CJ Carr et 5 plaquages pour perdre, plus des passes défendues. En fait, c'est vraiment là-dessus qu'ils ont fait la différence. Et Notre-Dame, ce qu'on disait, on a discuté un peu avec Gus, c'est grosse déception sur les lignes, que ce soit la ligne offensive ou la ligne défensive. La ligne offensive qui a été mauvaise sur les 2 aspects du jeu. Voilà. Et ouais, c'est CJ Carr qui est pas horrible. Pareil, c'est un QB qui faisait ses débuts. Bon, Miami, c'est pas l'environnement le plus hostile, mais tu es en déplacement. C'est une grosse équipe. Richard Freshman en plus, je crois, c'est CJ Carr, non? Ouais. Pour le coup, le stade était plein. Oui, pour le coup, le stade était plein, oui. Mais après, c'est pas les supporters les plus. Non. Après, Notre-Dame, c'est une des équipes qui se déplace le mieux du pays. Ils ont des supporters absolument partout. Donc, si une équipe à domicile ne remplit pas le stade et qui joue contre Notre-Dame, c'est Notre-Dame qui va le remplir. Un gros play, un gros catch qu'il y a eu, c'est CJ Daniels qui fait un catch magnifique, qui a une main pour marquer le deuxième touchdown de Carson Beck. En plus, un catch à une main, du bout des doigts, juste devant la ligne, avec des défenseurs qui le collaient. Ouais, sacré play ça. Et puis c'était on disait aujourd'hui que ça a beaucoup joué sur des QB, des running back screen du côté de Notre-Dame. C'est vrai que c'était c'était pas des running back screen, c'était des receiver screen. Des receiver screen, pardon. Et c'était imblairable, vraiment. Ouais. Et Jeremy Love qui a pas été si nourri que ça. Non, il n'a pas été nourri du tout, seulement 10 portées. Quand tu as Jeremiah Love et Jadarian Price qui sont top 3 des duos de running back du pays et que tu leur donnes 16 ballons pendant tout le match et que tu as ton quarterback qui fait 11 courses, alors il y en a 3 qui sont des sacs, mais ça veut dire que ton quarterback, il y a 8 fois où il y a eu des courses, soit des courses qu'il a décidées lui-même, soit des trucs qui avaient été décidés, c'est pas normal, quoi. Ouais. Il était absent. Love, à un moment donné, quand je regarde le replay, je me dis putain, mais on le voit pas, il s'est blessé, machin. En fait, non, il s'est pas blessé, juste qu'il y a eu sous-utilisation, je trouve, de Love dans le match. En plus, le scénario du match c'est pas comme si tu étais vraiment derrière et tu étais obligé de balancer de la passe à outrance. C'est vrai que j'étais un peu déçu de l'utilisation qu'ils en ont fait et beaucoup de receveurs screen, comme tu dis, Kevin. Est-ce que c'est aussi parce que tu as un jeune QB, donc du coup, tu fais pas non plus trop compliqué? Mais du coup, c'est facile à lire pour la défense. En fait, c'était même l'interception, c'est pas une RPO, c'est une sorte de play action, j'ai l'impression. Elle est malchanceuse. Enfin. Oui, elle est malchanceuse, certes, mais en fait, ce que je disais, c'est que le problème que tu as quand tu joues RPO, c'est que en fait, RPO, tu vas lire. Si jamais le défenseur que tu lis, il joue la course, tu joues la passe. S'il joue la passe, tu joues la course. Sauf que là, tu fais que jouer la passe. Voilà, mais clairement, là, le but de Miami, tu te doutes bien qu'avec un jeune QB et Jeremiah Love, le but, c'était pas de défendre la passe. Donc, tu te doutes bien que la plupart des défenseurs, ils vont jouer la course. Et tu te doutes bien que le but, c'est de stacker la boxe. Donc, tu joues de la RPO en sachant que la plupart du temps, tu vas jouer de la passe. Sauf que si ta passe, c'est de la screen, au bout d'un moment, c'est relativement facile pour les DB, qui ne sont pas des joueurs que tu lis sur la RPO parce que tu ne regardes qu'un seul joueur, c'est souvent un linebacker. Quand on joue 20 dans le match, et j'ai vu le chiffre de 30, mais ça m'a paru peut-être un peu hyperbolique. Mais si c'est 30 screens dans un match, c'est absolument scandaleux de la part de Dan Brock. Mais ça veut dire que ton QB, il a pas de lecture. Enfin, il a une lecture, mais tu as en général un seul tracé derrière. Donc la défense n'a à couvrir juste la course, tu stacks la box et tu couvres un seul tracé. Ouais, parce que sur l'interception, en plus, quand il lance, il y a déjà le défenseur qui est au milieu des attaquants, qui gêne tout le monde, ce qui provoque l'interception derrière. Ils sont 2 collés au receveur qui est censé recevoir la balle. Donc tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, les mecs, au bout de la 30e, les mecs, ils savent ce qui se passe, quoi. Et puis encore une fois, la défense de Miami, c'est pas de la FCS. Donc ça aussi, il va falloir ajuster. Je veux bien que t'aies pas une si bonne O-line, mais je pense qu'il y a autre chose comme variation que jouer de la receiver screen 30 fois dans le match, quoi. Oui, même, si
Enfin, t'es Notre-Dame quand même, si, parce qu'il y avait une bataille de quarterback, mais bon, du coup, ça a plutôt été parce que les quarterbacks n'étaient pas terribles. Enfin bon, quand t'es Notre-Dame, que tu recrutes quasiment un quarterback 4 étoiles tous les ans et que c'est le mieux que tu arrives à avoir, c'est un mec à qui tu fais lancer des screens pendant tout le match. Bon. C'est ça. C'est ça, si les 4 étoiles que tu prends, c'est juste pour faire ça sert à rien. Prends du. C'était qui Prends du 2 étoiles et basta. l'autre QB avec qui il était en compétition, Carr? C'est un jeune, je sais plus exactement qui c'est, mais enfin, jusque 2 semaines avant le début de la saison, il y avait des insiders qui disaient qu'il y avait compétition entre les quarterbacks. On ne savait pas trop si c'était compétition positive ou négative. Mais bon, voilà, c'est quand même. C'est vrai que l'année dernière, ils avaient fait venir Riley Leonard de Duke. Riley Leonard, c'était pas un bon passeur, mais Mike Denbrock avait su jouer sur ses forces. Et enfin, Mike Denbrock, c'est le Iceman de Jaden Daniels quand même. Enfin, faut pas. Mais là, c'est vrai qu'il n'y avait pas. En troisième, quatrième, ça joue beaucoup de courses avec Leonard. Dès que c'était court, ça faisait courir Riley Leonard. Donc là, tu pouvais pas. Ils ont essayé un moment avec Carr, mais là, le O-line se chie complètement. En fait, ils ont une mauvaise communication et ils créent un énorme gap pour le nose tackle qui vient défoncer Carr en plein milieu sur un QB power. Mais c'est pas les mêmes joueurs quoi. Puis Carr, c'est un redshirt freshman. Est-ce que tu as envie de le péter pour le reste de sa carrière où tu es censé l'avoir comme titulaire? Pas forcément. Pas forcément. Bon, eh ben voilà, c'est à peu près tout sur les 4 grosses affiches de la semaine. On va passer très rapidement sur d'autres matchs sympathiques qu'il y a eu. Voilà, on va passer donc au Syracuse-Tennessee, qui était annoncé comme une belle affiche avec Syracuse qui pouvait potentiellement battre Tennessee. Tennessee s'est quand même plutôt baladé avec un énorme jeu au sol, 40 courses pour 250 yards. Un gros premier carton aussi où ils ont quasiment tué le match à ce moment-là. Ouais, 17-0 à la fin du premier carton. Avec un scoop and score notamment. Et après, le score a été égal entre les deux équipes, mais quand tu prends 45-0, quand tu prends 17-0 dans le premier carton, le match est joué. D'ailleurs, il doit y avoir un. Et puis à l'extérieur, tu vas jouer à l'extérieur à Tennessee 17-0. Alors le match était à Atlanta. Oui, c'était un match en terrain neutre. C'est quasiment. Enfin, c'est un domicile pour Tennessee. Quand tu vois que Tennessee, ils ont envoyé 30 000 personnes à Columbus, Atlanta, par rapport à Tennessee, c'est juste à côté. Tiens, d'ailleurs, gros duo de running back du côté Tennessee avec Thomas et Bishop qui font plus de 80 yards tous les deux en 11 et 12 courses. Et bon match de Joey Aguilar qui arrive de App State. Ouais, surtout qui arrive pendant les spring practice avec le drama Nico Yamanava. Voilà, et donc il fait un match correct, c'est pas un super match, mais il fait un bon match, il fait un bon match, il se sert bien des opportunités. Il y a eu le jeu à la passe a été assez long parce que ils sont à 15 yards et demi par réception. Donc le jeu à la passe en fait a vraiment été utilisé probablement ils ont joué pas mal de RPO mais avec plus de succès. Et du coup, quand il y avait des mecs ouverts, il envoyait et ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Bon, au niveau de Tennessee, un peu plus compliqué. 5 sacs pour la défense aussi. Donc voilà, gros match défensif. Compliqué pour Syracuse, mais c'est vrai que le début de match, ils ont été à la tête sous l'eau tout de suite. Ça a été mieux derrière, mais bon, impossible à rattraper. Steve Angeli pour son premier start qui il n'a pas fait un bon premier carton, mais après c'était mieux. Comme pour tout Syracuse, en fait, ça a été beaucoup mieux sur la suite. Et il faudra voir sur la suite de la saison. Tennessee était sûrement un trop gros morceau et le début du match a tout enterré d'entrée. Tout à fait. Match suivant, le match de hier dans la soirée, juste avant le Notre-Dame-Miami. Le South Carolina Virginia Tech. Il était vraiment pas. C'était pas un beau match, franchement. Je l'avais regardé un peu, mais j'ai lâché. Je le trouvais pas. Comment dire. Déjà, ils ont quasiment. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup utilisé Sellers à la course, alors qu'on sait que c'est sa qualité principale.
South Carolina a dominé Virginia Tech, mais c'était pas non plus Non, c'était trop. pas propre. C'est pas propre, ouais. Tu sentais que Virginia Tech pouvait revenir à chaque fois jusqu'au dernier quart-temps où ils ont malheureusement été en single coverage sur Nick Arbor et Nick Arbor a burn son mec, mais avec une facilité de fou et ça a tué le match. Mais sinon, ouais, non, Virginia Tech a été dans le match globalement tout le long. Malgré un Kyron Drons Ouais, qui n'était pas incroyable non plus. Ouais. calamiteux, 15 sur 35, 2 interceptions. En fait, c'est surtout ça qui a tué Virginia Tech parce que moi j'ai regardé pas mal de la première mi-temps. Il y a plein de fois où les mecs ils étaient ouverts et ils leur envoyaient C'était la frustrant balle dans parce les que chaussettes. tu sentais qu'ils étaient pas loin de réussir à mener, à repasser devant ou quoi, mais à chaque fois les drives n'allaient pas au bout. Il y avait beaucoup d'erreurs. Ils marquent pas de TD. Hein, c'est un safety au début et puis après c'est trois field goals. Et puis après fin de match, voilà. Nick Arbor le touchdown et puis après il y a eu une interception derrière et voilà fin du match, mais tu vois c'est pas une victoire dominante de South Carolina où tu te dis faudra que South Carolina fera mieux parce qu'ils vont pas jouer contre des Kyron Drowns toute l'année quoi. Clairement, si South Carolina joue comme ça toute la saison, ils vont pas, ils seront pas au niveau de leurs prétentions et de ce qu'on leur donnait en pré-saison par pas mal de monde qui était annoncé comme étant la 4e équipe, soit eux, soit Ouais, LSU le Dark Horse, de la tu sais, SEC. C'est pas terrible, pour South Carolina, mais ils prennent la victoire et en week 1, c'est déjà pas mal. Gros match de Dylan Stewart aussi, qui s'est pas mal Pas illustré, surprenant, mais oui. notamment sur la fin de match. Puis après, ouais, voilà. Virginia Tech, c'était franchement, à part le QB, faudra voir aussi contre d'autres équipes que South Carolina, si Virginia Tech. André, je connaissais pas ce mec au début, je sais pas si c'était son premier start ou. Non, Ah non, non, il est senior, putain. c'est un vétéran, ça fait plusieurs saisons qu'il start, et tous les ans il est annoncé comme un potentiel super QB, et puis en fait ça stagne, voire ça régresse. Dernier affrontement entre équipes du Power 4, Auburn contre Baylor. Auburn qui s'impose 38-24. En fait, très rapidement dans le match, ce qui s'est passé, c'est que Auburn, ils ont vu qu'ils malaxaient Baylor avec leur ligne offensive face à les lignes défensives de Baylor. Et du coup, ils ont couru 52 fois pour 307 yards et 4 touchdowns. Voilà à peu près tout ce qui s'est passé. Auburn, qui a une room de receveurs qui est top 10 du pays et ils sont pas 10e, clairement. Et Jackson Arnold qui a envoyé 11 ballons. Donc là, Auburn a malaxé Baylor au sol. Et Baylor a bien joué à la passe. Alors que l'année dernière, leur force était plutôt la course. Donc comme quoi, les deux équipes ont joué un peu à l'opposé de ce qu'on aurait attendu d'eux. Ouais. Sauf que du côté de Baylor, malgré 420 yards à la passe, le problème c'est que quand ton adversaire te malaxe au sol et qu'en fait ils prennent premier down après premier down et que en fait tu n'arrives pas à les arrêter, parce que c'est ce qui s'est passé, tu n'arrives pas à les arrêter, en fait c'est sans espoir, pour la victoire. Voilà, faudra voir pour les deux équipes comment se passe la suite de saison. Maintenant Auburn, tout le monde est au courant qu'ils ont un jeu au sol extrêmement efficace. Si on stack la boxe, qu'on force Arnold à lancer, comment ça va se passer? Parce que c'est quand même une question, parce qu'il n'a pas rassuré du tout sur ce point-là. Et du côté de Baylor, faudra voir comment est-ce qu'ils arrivent à progresser en défense, parce que ça, c'est pas tenable pour le reste de la saison. Kevin, je ne sais pas si tu as un truc à dire sur ce match. Je ne sais pas si tu as regardé ou quoi que ce soit. Je trouvais que leur attaque est tournée autour des jambes d'Arnold. J'ai pas été super emballé. Je trouvais que c'était relativement limité. Ils ont, encore une fois, ça reste Auburn, ils ont un bon jeu de course. Mais voilà, j'ai pas kiffé plus que ça l'offense d'Auburn. Ils ont vraiment dominé le match, mais vraiment sans plus, J'étais peut-être un peu aussi déçu par Baylor, qui a pas forcément été sur la. On avait fait la preview avec Max, ils n'ont pas forcément été sur la continuité de ce qu'ils ont fait, enfin ce qu'ils ont réussi à faire sur la fin de saison 2024. Donc
On va voir ce que ça donne sur les restes de calendrier. Je pense qu'il faut pas non plus trop s'exciter avec Auburn. Non. Je pense que Non, Auburn, Puis ils faut ont. pas, et puis faut pas tout de suite mettre Baylor aussi out, tu vois, et en Big 12, Ouais. ce sera pas pareil. Auburn, Oui, ils ont aussi. un calendrier qui va rapidement se compliquer, hein. Bon, ils ont 2 matchs contre des J5, mais après, ils ont déplacement à Oklahoma, déplacement à Texas A&M, réception de Georgia, réception de Missouri. Voilà, Oui, donc c'est Ah là, on en saura beaucoup plus, tu vois. voilà. Il y avait un ça autre match pourrait aussi entre ouais. équipes du G5, du groupe du Power 4, avec Georgia Tech, qui est allé gagner à Colorado. Oui, c'est Et vrai. là aussi, un QB qui a beaucoup couru. Haynes Ouais. King, 156 yards. 3 touchdowns. Ouais, 3 Ouais. touchdowns également. Ça a un peu été le même scénario. Georgia Tech qui les a malaxés au sol également. Et Ouais. là, Mais par là, contre, Colorado n'a pas été aussi efficace à la passe. avec un play call, du côté Alors de qu'il y a eu Georgia Tech, le play 3 call, c'était turnovers. très très pauvre, hein. Et il y a eu Je sais 3 que turnovers Kevin. aussi. Oui. Ouais, en fait, c'est ce qu'il est. Pour moi, il n'y a pas match. Pour moi, Georgia Tech est largement au-dessus de Colorado. Mais le problème, c'est que Georgia Tech commence 3 drives, 3 turnovers en 8 minutes. Donc, je crois que c'est quoi? C'est fumble sur un mesh point, sur un end-off. Fumble sur un snap qui est trop haut. Haynes King, il peut que la tipper et la balle revient dans les bras d'un mec d'Auburn et une interception après en 8 minutes. Non, après, en fait, De Georgia Tech, Colorado. de Colorado, pardon. Donc, Ouais, mais Georgia heureusement Tech, ils ont pour vraiment dominé Georgia de fou, Tech. quoi. Heureusement pour Georgia Tech, ils ont encaissé que 7 points sur C'est ça. ces 3 turnovers. Et derrière, ils ont fait le drive final pour remporter le match. Et Colorado, l'air Caden Salter qui commence avec une défaite. Parce que non, on parlait de QB qui sait pas passer la balle. Salter, c'est scandaleux. Hein. Skolter, c'est Oh, mais scandaleux. Son qu'est-ce développement qu'est-ce depuis qu'il sa est saison nul. Oh 2023, là c'est là là. Il terrible. n'y a pas de développement. Ouais, il n'y a pas de Pas développement. Il compliqué, avait hein. fait une saison 2023 où il était vraiment bon, mais bon, c'était à Liberty contre des équipes Ouais, de mais t'es à USA. Liberty, Mais il a régressé déjà l'année dernière à Liberty. Donc déjà, quand tu régresses en USA, voilà. Et là, ouais. Pour Solter, là, ça devient compliqué, je trouve. Enfin, c'est que le début de la saison, mais c'est pas encourageant. Et Vraiment, je puis me même, demande de toute façon quand ouais. Julian Lewis va starter, quoi. Parce Ouais. Et puis que après, ouais. vas-y. Colorado, grosse question, hein, parce que la 3e année de Dion, il n'y a plus Shader, il n'y a plus Puis Travis, Travis Hunter, surtout. Ils ont, il n'y a ils ont plus perdu Shiloh, tout. Ils ont perdu Non, tout. ça Bon, c'est pas Shiloh, ça leur vite c'est pas un mentir avant problème. Shiloh, ça moi. devrait les aider, mais C'est une pénalité en moins par Ouais. match à peu près. Ils ont une putain d'escouade de receveurs qui s'est barrée quand même, hein, avec les Ouais, Webster, les avec, gars oui, comme oui. ça. Il Bah, leur tous leurs reste receveurs. Omarion, je sais plus ce que c'est, Omarion Miller, je crois. Drellon Miller, c'était un ancien Ah, coming c'est Draylon, c'est de un autre, A&M, ouais. Omarion, c'est pareil. Mais non, du coup, c'est. oui, ils avaient une sacrée escouade de receveurs Mais, l'année ouais. dernière. Ouais. Enfin, moi, surtout, la déception du côté de Colorado, c'est la D-line, hein, qui avait superbement fini la saison dernière, coaché par Ouais. Warren Sapp. Ouais. Je Hall sais of pas si c'est Famer, un Hall of D-line. Famer, mais il doit pas être loin en tout cas. Si, je crois qu'il est Hall of Famer, Warren Sapp. Mais Non, je crois qu'il a eu des problèmes, il a eu ses problèmes un peu perso juridiques au moment où il devait l'avoir. Et je suis Il est pas Hall of sûr qu'il Famer. ait quoi. Il est Hall of Il est Famer. Hall of Famer? Ok. Ouais. voilà, par un NFL Hall of Famer. L'année dernière, en fin de saison, ils avaient été super bons. Ils avaient été décisifs pour Colorado, pour que Colorado fasse ce très bon parcours. Et puis là, cette année, là, contre un Georgia Tech en plus qui était très prévisible au niveau de ce qu'ils allaient faire, la defensive line qui n'a pas du tout réussi à être efficace sur quelque action que ce soit, quoi. Ah, ils sont vraiment fait bouger tout le match. Hein. Ils ont quelques actions d'éclat comme ça, mais c'était un peu perdu dans le marasme. C'était très compliqué. Ouais. Et du coup, pour terminer cette petite review, Maxence, tu vas nous parler de l'affrontement du groupe of Ouais, five. un affrontement qui a laissé quand même quelques enseignements. Le premier enseignement, c'est que Boise State a déjà perdu un match. Et Boise State, pour ceux qui ont suivi la preview G5 que j'avais faite, c'était mon favori et c'est le favori d'à peu près tout le monde pour aller en playoff. Enfin, Et que c'était ça, du coup. avec c'était, parce que du coup, avec cette défaite, ils sont pas out de la course, hein, il faudra remporter la conférence, etc. Mais ils ont déjà, mine de rien, déjà cramé un premier joker. Et South Florida, je les avais mis un peu alors pas en favori en américaine, parce que je vois plus Memphis et Tulane cette année. Mais South Florida fait partie des équipes qui peuvent le faire. Et Byron Brown, attention, hein, franchement, dans des matchs de Group of Five, je pense que c'est un joueur qui va
pas mal performé. Et très Ouais. bon match de South Florida dans l'ensemble Ils ont fait une super. En fait, ils prennent le premier touchdown et puis derrière, ils leur ont roulé dessus. Ils ont fait un très bon. Tu sais ce que tu aimes bien dire. Ils ont fait. Non. Ils ont pas mal forcé Boise State au niveau des turnovers avec donc 2 fumbles, 3 turnovers on downs durant le match. Ils ont bien géré aussi sur leur drive à eux, en contrôlant assez bien la clock. Non, franchement, South Florida a fait un bon match. Et du côté de Boise State, la question, c'est vraiment comment faire sans les 2600 yards d'Aston Genty. Madsen, ça a vraiment pas été un bon match. Malheureusement, il a un peu confirmé les doutes qu'on avait de l'année dernière, c'est quand il fallait que ce soit lui qui fasse la différence et pas Genty parce que ils mettent 9 mecs contre Genty. Ça n'a pas été incroyable. Et Sir Gaines, qui est censé être le remplaçant et qui n'était pas mauvais l'année dernière en backup de Genty, ça n'a pas été ça. Vraiment, 9 portées, 44 yards, il fait un fumble. De toute façon, les 2 running backs ont fait un fumble chacun. Boise State, il n'y a pas encore le feu à la maison et c'était un déplacement à South Florida et je pense qu'ils ont été pas mal surpris par l'agressivité des Bulls. Mais il va vite falloir se relever parce que le G5, il n'y a qu'une place. Normalement, il n'y a qu'une place. Et on se retrouve un peu dans la configuration du vieux college football où faut pas te retrouver à 2 ou 3 défaites parce que t'es fini, quoi. C'est merci, au revoir. Donc heureusement, ils ont le calendrier pour. Il y a quand même malheureusement, ils ont le déplacement à Notre-Dame en octobre. Et ça aurait été bien que la seule défaite de l'année soit là-bas et pas à South Florida. Mais bon, c'était franchement un match intéressant. Moi, j'ai regardé les 3 quarts du match parce que le match était vraiment plié à la fin du 3e quart-temps et j'ai trouvé South Florida vraiment très bon. À voir si ça tient. Mais ouais. En tout cas, ce qui est bien, c'est que la course est tout de suite. Là, il y a tout de suite de l'enjeu maintenant pour tout le monde parce que Boise State est déjà tombé. J'avoue que le QB de South Florida, j'attends de voir s'il est capable de survivre la première moitié de saison sans faire une commo. Oui, parce que c'est un malade Parce mental qu'il par contre. il a l'air très con. Mais il s'était vraiment, blessé l'année dernière. Vraiment, déjà. il y a des actions, il court à moitié de vitesse, il attend que le mec arrive et il baisse le casque. Voilà, ça a pas l'air d'être le couteau le plus affûté du tiroir comme qui dirait, donc on va voir ce que ça donne. Le seul QB avec Jaden Daniels en 2023 à être à plus de 3 milliards à la passe et à plus de 800 yards à la course. Donc quand il fait une saison complète, il est bon. Sauf que le problème, c'est que l'année dernière, il a fait que le mois de septembre et après, il était blessé. Oui, quand tu joues comme Après, il joue, il a forcément, un tu vrai baisses gamin. vite. Hein. C'est ça. Il a Ouais, un il fait vrai gap. 6'3", Il 230. peut résister, hein. Mais le problème, c'est que, tu vois, moi, j'ai toujours eu un problème sur déjà les QB avec les gros bras qui savent qu'ils ont un gros bras. En général, ça tente des passes pas folles et tu te fais avoir sur certains trucs. Les QB qui savent qu'ils ont un gabarit, en général, tu vois, ça donne ce genre de choses. Donc, à voir. À voir si ils arrivent à le protéger aussi parce que ils le fassent pas courir 150 fois dans l'année. Ce sera pas. Là, Sera c'était pas un gros optimal. match, mais ouais, faut le protéger. Ah ouais. Oui, South Florida qui va avoir un calendrier intéressant avec un déplacement à Florida et à Miami qui arrive. Donc, Ouais. ça sera pas la même musique. Ça sera à l'extérieur contre 2 grosses équipes de Floride. Je vais pas dire qu'ils vont prendre un des 2 matchs, je pense pas, mais en tout cas, le fait d'avoir gagné contre Boise State fait que derrière, tu peux perdre les 2 matchs à Florida et Miami. Si tu vas gagner la conférence derrière, tu auras un dossier si jamais Boise State remporte de l'autre côté de la montagne ouest, tu vois. De toute façon, ça va être ça, hein, la course au G5, c'est gagne ta conférence et le meilleur bilan possible. Et je trouve qu'ils ils sont déjà mis une belle option avec cette victoire contre Boise State, même si la saison va être très très longue. Et l'américaine, c'est un peu la Big 12 du Group of 5. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent gagner la conférence. Et ça va pas mal s'entretuer aussi. Enfin voilà, c'était le petit passage du Group of 5. Ouais. Et vite fait, Tulane qui a battu Northwestern. Mérité Northwestern qui a Ouais. manqué de respect à la ville de New Orleans. Ouais, Oui, c'est voilà. vraiment pas fou ce qu'ils ont fait. J'ai pas. Pour la J'ai petite moyennement histoire, apprécié. ça fait
C'est 20 ans, c'est ça, 20 Kevin? ans, ouais. C'était les 20 ans. Les 20 ans de Katrina et Tulane qui avait demandé à jouer en blanc. C'est Katrina qui avait demandé à jouer en blanc pour, je sais plus, en hommage ou je sais plus si c'était la Tulane couleur jouait qu'il en portait blanc. à ce moment-là, voilà. Ouais. Et Northwestern a refusé. Donc, pas très classe de la part de Northwestern. Et ils se sont pris une volée. Ouais, 23-3. Avec un 0 point marqué par Northwestern dans les 3 derniers quarts-temps. 4 interceptions de Preston Stone, le QB de Northwestern. 269 yards à la course pour Tulane, même si Mike Hughes n'est plus là. Ils ont Maurice Turner qui a fait pour 86 yards et Retzlaff, l'exilé de BYU, qui a fait un bon match au sol et un match correct à la passe. Ouais, non, Tulane a. C'est le Tulane comme l'année dernière, très gros jeu de course. Et très bonne défense également qui a fait parler contre une équipe de Northwestern qui va jouer le fin fond de la Big Ten cette année. Hein. On va pas non plus. Comme j'ai envie de te dire, comme tous les ans. Mais Quasiment. Il y a des années, ils arrivent. Et puis là, dans 2 semaines, ils se tapent Oregon. Hein. Non, mais... Et Oregon, ça a l'air d'être. Cette année, ils ont l'air d'avoir enlevé les petits trous et ils ont l'air d'avoir appris à faire du vélo assez rapidement. Donc c'est pas la même tambouille cette année. Alors apparemment, il y a eu une mise à, il y a eu un peu des news au niveau de cet épisode des maillots. Le coach de Northwestern a dit que le timing était trop court quand Tulane a fait la demande et donc il pouvait pas le faire. Bon, voilà, on se défend comme on peut du côté de Northwestern. Et juste, on va peut-être finir parce que du coup, c'est vrai qu'on en a Max l'a éludé rapidement que UCF avait battu Jacksonville State un peu à l'arrache 17-10 sur le TD. D'ailleurs, le mec qui marque le TD a une histoire assez incroyable. Mais donc du coup, pour vos programmes, enfin pour nos programmes à nous, A&M, qu'est-ce que vous avez fait, Geoff? On a gagné 42-24 contre UTSA et on a joué en passant la balle, ce qui n'est pas habituel depuis la saison dernière, donc c'est pas mal. Ok. Et nous Oregon, on recevait Montana State, qui ont remporté 2 titres de FCS dans les 5 dernières années, je crois. Un seul. Un seul. Ok. Mais ils ont joué 2 finales qu'ils ont perdues. Voilà, c'est ça. Ok. Mais voilà, ça reste une top team FCS depuis quelques années. Et il y avait 17-0 à la fin du premier carton, on les a écrasés. Je crois que c'est 59-13 score final. Je parlais de Macayous qui n'a pas joué. Je crois qu'il finit avec un porté pour 2 yards. Mais on a tout le monde, il y a tous les running ont joué, il y a énormément de freshmen qui ont joué. Donc Dan Lanning s'est vraiment fait plaisir. Peut-être que c'est parce que c'était un match de FCS et que ça va redshirt derrière et ça va réduire le roster au fur et à mesure, mais il y a énormément de monde qui ont joué. Donc c'est bon pour l'avenir. Je le dis maintenant, mais je l'ai déjà dit depuis longtemps. Kenyon Sadiq, meilleur tight end du pays. Voilà, c'est sur ce match, même si c'est Montana State, il l'a encore prouvé. Il a totalement détruit des mecs dans le run game. Il en a encore hurdle 1. Le TD qu'il met, il est scandaleux. Genre, il catch, il farme le mec dans le sol. Enfin bon, c'est autre chose. Je vais pas dire c'est un baby Gronk, mais il y a tout. Il est capable de jouer bout de ligne, il est capable de jouer splitté, il est capable de jouer des sweeps, vraiment. Et Dante Moore, bon premier match. On en a pas forcément parlé, mais je vais pas prononcer son nom, mais je crois que ses initiales c'est quoi? C'est JKS. Jaron Kewe Sagapolutele. Merci. Du côté de California. Le quarterback de Cal qui était commit à Oregon, et il y en a beaucoup qui disent que c'est quand il a vu Dante Moore en spring practice qu'il s'est dit je vais peut-être pas rester. Même pas spring practice parce qu'il est arrivé début décembre et il est reparti début janvier. Lors de sa visite, pardon, oui. Mais et donc du coup il y en a aussi beaucoup qui disent que Mendoza il s'est barré de Cal quand il a vu les KS arriver. Ouais. Donc, après Mendoza il a été offert à Indiana qui sort d'une super saison. Il s'est dit j'ai une petite chance de pouvoir jouer les playoffs. À Cal, c'est sympa, mais tu vas pas jouer les playoffs. Ouais, gros match du true freshman de California. Gros match aussi quand on parle des true freshmen de Malik Washington côté Maryland.
Oui. Qui a fait Ouais, une belle Maryland a fait un perf. gros match, Et ouais. Underwood aussi avec Michigan qui a fait un bon premier match Ouais, qui contre fait New un bon Mexico. match. Et un New Mexico qui n'a pas été ridicule à Michigan aussi. Et un très gros match de notre joueur français, lineman Malik Atliane. Malik Alian. Ouais. Alian, pardon. Qui Ouais. est sorti avec les honneurs. C'était un commentateur qui disait que c'était le meilleur lineman côté de New Mexico, alors que au début des camps, c'était le 8e. Ouais. Donc Franchement, c'est cool et on va continuer à suivre ça de près, ça fait plaisir. si jamais vous regardez, c'est le centre de New Mexico, centre numéro 51. Ouais, 51. Tiens, je regarde en parlant de français si Jeffrey Mba. Il Je joue pense encore, lui il joue à Non. SMU cette année. Il joue à SMU. Si, il a eu une année de plus grâce comme il est, grâce bah à oui, il est la dans le règle Juco. Juco. Ah oui. Ouais. Comme Bah Diego oui, Pavia, il a eu une année de plus, mais il n'a pas mis de stats dans le match contre East Texas A&M. Oh, ça fait chier quand même. Ouais. Pas avoir de stats sur un match comme ça. Mhm. Un match FCS. Texas A&M Commerce pour ceux qui. Oui, on a rigolé en voyant le match contre Texas A&M. Un autre match d'ailleurs, vite fait, Qui est mais passé en FCS il y a 2 ans, hein, donc voilà. Ouais, Pour c'est un vous petit dire, peu c'est loin. le Ah oui, fin donc fond de la c'est. FCS. Hein. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Et un dernier truc aussi, Kansas State qui a eu chaud contre North Ah ouais, Dakota. contre North Dakota, ouais. Ouais, Pas North qui est pas Dakota le- State, hein. Ouais, North c'est pas. Dakota. Ouais, c'est North Dakota. Ouais. Qui a eu très chaud, mais qui s'en sort. Il gagne à 38, 35 35. secondes de la fin, il marque un. Donc ouais, c'est début de saison relativement difficile pour Kansas State. Est-ce que le Dublin hangover est réel? Ils Bah sont tous peut-être. en Hein. Bah, Guinness. c'est dur à gérer. Hein. Ouais, un déplacement. Bon, pour Iowa State, ça n'a pas été dur, mais ça peut être dur à gérer. Hein. Les time zones et tout. Si, quand même, on va le dire, il y a eu un upset FCS face à FBS, Army. Ah oui, il a perdu. on en a parlé pendant le 1-2-6, mais oui, effectivement. Il y a Tarleton State qui a battu Tarleton Army. State, ouais. Army qui était classé l'année dernière en plus, je crois. Ils ont fini classe C, je crois. Peut-être ils sont juste à la limite, mais ils font une saison magnifique l'année dernière. La meilleure saison depuis la Seconde Guerre mondiale à peu près. Ouais, mais sans Bryson Daly, ce n'est plus la même. J'ai l'impression déjà. Et un autre upset, Austin Peay qui a battu Middle Tennessee. Oh, je l'ai pas vu 14. Ouais, c'était dans la nuit de samedi à dimanche au milieu de tous les matchs. Ouais. Et un autre match aussi, Kent State qui a enfin gagné un match 2 ans après. Oui, c'est vrai, Kent State après 600 et quelques jours, je crois. Ouais, c'était depuis le 16 septembre 2023. Je crois un truc comme ça. Non, plus de 21. Enfin, beaucoup de défaites. C'était la 21e défaite de suite qu'ils avaient eue et là ils gagnent 21-17. Ils étaient menés, ils dominent le match, ils sont revenus 17-14 pour l'équipe adverse et la kick-off return de Zinzin de comment il s'appelle il a un nom incroyable en plus. Ouais, en plus c'est pas de Tyrell de Realest Clark. C'est ça, de Realest. C'est ça. Et en parlant de return, il y a Devin Hester Jr. qui a marqué, qui n'est pas related à Devin Hester, ce qui est assez drôle de t'appeler Devin Hester quand même et de marquer sur équipe spéciale. Ouais, et pas être le fils de comme. C'est ça. Oui. Ce qu'on a cru. On arrive à un âge où il y en a vraiment. Mais c'est trop bizarre, hein, vraiment. Ah oui, c'est Da Realist Clark, ouais, effectivement. Il fait un kick-off return de 100 yards. C'est un nom de zinzin. C'est vraiment une folie. Bon, Kent State, par contre, pour la dernière victoire contre une FBS, on repassera puisqu'ils avaient gagné contre une FCS déjà en 2023. Je crois que leur dernière victoire contre une FBS, c'était le 26 novembre 2022. Ouais, ça commence à... Il faudra voir. Là, déplacement à Texas Tech samedi. Non, je pense pas. S'ils le font, faut faire un gage. Oh, bah, on va pas. S'ils le font, je vais à Kent State l'année prochaine et je fais un vlog triple podcast. Oh, ouais. Bah vas-y. Hein. Le mec, il veut aller se perdre dans l'Ohio là. Je vais aller voir un match de Mac. Tiens, voilà, on va faire une Mac Shun en novembre et je vais voir le match en t-shirt. Ça me perd à chaque fois. Kent State, c'est dans l'Ohio. Ouais, Kent State, ouais. Ça n'a aucun sens. Ah, mais l'Ohio, après, il y a... La fac de Nick Saban, hein. Nick Saban qui est un alumni de Kent State. Hein. Ouais. D'accord. Il pourrait pas revenir là-bas pour finir ça. Là, ça devient vraiment le GOAT de tous les GOAT. Si vraiment il revient, il en fait un programme respecté. Hein. S'il va en bol, tu vois, genre...
Ouais, ne serait-ce que d'aller en bowl, là, je pense que Il gagne la MAC, soyons fous. Après, en vrai, hein, tu tapes, Nick Saban, même s'il revient pour une saison à Kent State, genre les noms qu'il récupère sur le portail. C'est vrai aussi, ouais. Voilà, on a fait un voilà. gros tour. Il n'y a pas d'autres résultats. Très intéressant. Indiana qui a un petit peu galéré contre Old Dominion en début de match, mais finalement ça s'est bien passé pour eux. Georgia qui a marché sur Marshall. Oui, sans aucun problème. Oklahoma qui arrive à passer la balle. Waouh. Effectivement. Wake Forest qui gagne de 10 petits points contre Kennesaw State. 1 point. D'un point, pardon, oui, j'ai vu un 6, mais non, c'est un 9 d'un petit point. Puis après, non, il n'y a pas eu d'autres résultats. De toute façon, c'est la week 1. Il y a eu Nebraska, tiens, comme ça, vous avez dû en parler dans le 1-2-6, j'imagine. Un autre match sympa du week-end, c'était Nebraska-Cincinnati. Ouais, sympa, vite fait. On en a parlé. Ouais, c'était pas. Il était pas. Le scénario était sympa. Après, Puis après, Ohio, j'étais déçu pour Ohio de ne pas avoir réussi à gagner à Rutgers. Ouais. Bon, il n'y a rien de. Il y a rien de folichon. De toute façon, c'était la week 1, il y avait des gros matchs, mais le reste des matchs, c'est du sparring partner à certains niveaux des fois. Donc, Tout à fait. Et on va conclure cet épisode là-dessus. On vous dit à bientôt pour le 1-2-6. Il n'y aura pas d'épisode de G5 cette semaine. Non, on va attendre peut-être la week 3 pour commencer, quand on y verra un peu plus clair au niveau de. Quand il faudra débriefer la victoire de South Florida à Florida et à Miami, on fera l'épisode. non, on fera un peu plus tard, mais pas maintenant. Voilà. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve pour le 1-2-6. À samedi, tout le monde. Ciao, à samedi.